et santé mentale. Ce bâtiment, on n'a pas encore de nom, mais on va commencer à l'utiliser et à y faire des choses avant même qu'il soit réhabilité. Et donc, ces rencontres qu'on mène aujourd'hui, elles sont dans cet esprit-là, c'est-à-dire de commencer à se réapproprier déjà ce lieu, à se poser des premières questions, avant même que les travaux soient faits pour imaginer voilà, comment est-ce qu'on se projette dedans. Et ce qui nous semblait important autour de ces rencontres, c'est de repartir d'expériences et d'imaginer aussi ce que ça pourrait être à partir des expériences qu'on a. Donc, on a autour de nous, je vais commencer par les invités que je laisserai poursuivre dans leur présentation, mais donc Victoria Duchâtel, le roi du Châtel, qui est donc en ligne avec nous, qui est cofondatrice de la Maison Perchée, qui est donc un lieu de paix et danse qu'elle va nous présenter, et puis qui est également designer, donc voilà, une paire collègue des métiers de la création. Et puis également en ligne aussi, donc Fabienne Kemener, qui nous présentera ce qu'il y a plusieurs casquettes, mais notamment celle de la structure donc au bout du plongeoir, avec la notion de flow sculpture, dont on reviendra et que Fabienne nous présentera. On a ensemble donc Catherine Fournier. Vous êtes artiste plasticienne et donc intervenez auprès d'un certain nombre de collègues et puis des patients de différentes structures du centre hospitalier, avec un lien évidemment avec l'École nationale des beaux-arts, donc Sylvie Chani, qui est responsable du partenariat et la formation de l'ENSA. Claire Massona. Et Claire Massona, éducatrice spécialisée sur le CMPEA de Vierzon. Je suis sur les groupes d'art et thérapie avec Cathy. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de partir de ce qui se fait déjà et puis aussi d'avoir un regard sur ces questions de dialogue entre l'art et le soin, entre la dimension thérapeutique et aussi versus la dimension esthétique de la pratique artistique. Donc, on a plein de questions. Pour démarrer, ce qu'on vous propose, c'est de laisser peut-être la parole dans un premier temps à Victoria pour nous présenter la Maison Perchée d'abord et la genèse du projet. Ouais, avec plaisir. Donc, la Maison Perchée, c'est une association non médicalisée qui est dédiée aux jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques et leur entourage. Et nous avons commencé notre aventure en ligne. Ça va faire 4 ans ce samedi. Et petit à petit, on s'est développé et on a ouvert un lieu le 7 février 2023, donc un peu plus d'un an, à Paris dans le 11e, donc en plein cœur de Paris. Et donc, on est non médicalisé, mais on fait des partenariats avec la psychiatrie. L'idée étant qu'on est fondé sur la paix et danse. Et parmi les 4 cofondateurs, on est 3 concernés par un trouble psychique, dont moi-même qui vis avec un trouble bipolaire. Donc, l'idée de la Maison Perchée est venue de nous-mêmes, d'un besoin, avec cette idée de venir d'être vraiment la brique manquante en fait du parcours de rétablissement, donc de venir s'inscrire en complément en fait des thérapeutiques qui sont souvent pas mal centrées, ou en tout cas ça l'était encore beaucoup il y a 4 ans, sur les temps de crise et puis l'aspect médicamenteux, et pour le reste ça dépend beaucoup des opportunités qui sont là, mais dans tous les cas aussi le constat étant qu'on est rarement en contact de personnes avec les mêmes maladies parce qu'elles sont très stigmatisées et que donc on les cache. Et donc nous, on voulait créer un lieu où on peut vivre et s'épanouir sans cacher sa maladie, qui soit vecteur d'espoir et d'entraide au quotidien, donc en dehors des périodes critiques. On peut peut-être passer à la suite. Je n'ai pas la main du coup sur le diapo, donc voilà. Donc, on a 3 missions clés qui sont donc l'accompagnement dont je viens de vous parler. Donc, par jeunes adultes, on entend 18-40 ans. Je ne vais pas trop m'étendre là sur pourquoi, mais je pourrais répondre après s'il y a des questions. Mais enfin, l'idée, c'est que les troubles, ils émergent vers 18-25 ans. Il y a 8 ans de retard diagnostique.
Et on voulait être vraiment sur ces axes-là de la vie parce que c'est le moment où on peut vraiment mettre en place une hygiène de vie et des clés de rétablissement qui après servent toute la vie. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la déstigmatisation. Donc, au cœur de la Maison Perchée, il y a vraiment remettre au centre ceux qui sont en marge. Et dans le cadre de cette approche holistique, l'idée, c'est vraiment de déstigmatiser les troubles psy auprès de la sphère publique, du monde du travail. Donc, on fait aussi des actions de sensibilisation en entreprise et dans le Parcoursup et la société dans son ensemble. Et vous verrez après que ça s'illustre via notre lieu. Dans l'accompagnement, d'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais on a une communauté de 500 personnes qu'on accompagne actuellement par mois. Et on fait une initiation à la paire aidance, puisqu'on est basé sur la paire aidance. À l'heure actuelle, on a formé 75 paires aidants. Donc, encore une fois, quand je dis former, c'est plutôt une initiation, mais c'est un encadrement en fait de la pratique de la paire aidance au sein de la Maison Perchée, sachant que certains ensuite décident d'aller se professionnaliser dans des DU, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste de créer un cadre pour la paire aidance. Et enfin, notre troisième pilier, c'est l'innovation en psychiatrie. Donc, comme je le disais, on est non médicalisé, mais on interagit évidemment avec des structures psychiatriques. L'idée étant justement d'œuvrer pour la reconnaissance de la paire aidance, ainsi que une réhumanisation du patient dans le sens le reconsidérer comme en tout cas une personne en dehors des moments de crise et du moment où on est uniquement un usager de psychiatrie, mais avoir en fait des endroits et des opportunités de rencontre dans des moments où les personnes vont mieux, s'épanouissent. Je pense que c'est important aussi pour le corps hospitalier en fait, parce que c'est aussi une source de motivation en fait de voir les usagers de la psychiatrie en dehors des moments où ils sont au fond du trou. Et puis voilà, pour une meilleure synergie. Dans ce cas de la Maison Perchée aussi faire d'exemple, puisqu'on reçoit beaucoup de partenariats de la psychiatrie qui viennent voir un petit peu comment fonctionne la paire aidance à la Maison Perchée. Ensuite, j'ai orienté un petit peu la manière de vous présenter la Maison Perchée sur le lieu et son espace, puisque c'est un peu ce qui vous intéresse dans le cadre de votre projet. Donc, on a vraiment voulu créer dès le départ un espace vivant et décloisonné. Ça n'a pas été une mince affaire de trouver un lieu pour faire ça à Paris, puisqu'on est avenue de la République. On voulait être vraiment au cœur de Paris, puisqu'il y a cette philosophie dont je vous parlais, qui est de remettre au centre ceux qui sont en marge, et aussi parce que dans notre politique de déstigmatisation, c'était particulièrement important qu'on ait un café, que vous allez voir après, qui soit attirant, qui casse vraiment les codes de ce qu'on peut envisager de la psychiatrie, et même en fait qu'on puisse avoir aucune idée en fait que c'est de ça qu'il s'agit, et ensuite découvrir petit à petit que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc dans ce cadre, on a un café, un espace événementiel qui nous sert aussi d'espace pour accueillir les ateliers, les activités qui font partie de notre accompagnement. Nos bureaux qui sont situés au fond. C'est un espace ressources aussi avec une psychothèque. L'idée, c'est que voilà, on a une grande, c'est un espace très grand, très lumineux qu'on peut cloisonner via des alcôves avec des rideaux, tout comme on peut tout décloisonner. On accueille des événements grand public. On a un café qui est ouvert donc au public le matin. Donc on a aussi bien des habitués qui viennent juste pour le café que des gens qui arrivent et qui découvrent en fait sur les murs des statistiques et qui posent des questions. Et les après-midi aussi les gens qui viennent tout simplement se rencontrer. Donc je voulais vous partager aussi et c'est aussi un espace qui donc nous permet d'accueillir voilà, des personnes du milieu hospitalier, mais aussi des politiques publiques en fait, pour montrer de manière très pragmatique comment ça marche. Donc je voulais vous partager quelques enseignements aussi en fait de cette première année qui a été l'importance de l'ancrage
locales et des partenariats avec les autres associations pour pouvoir aussi rediriger les personnes qui viennent s'adresser à nous mais qui sont pas toujours les bonnes personnes. Le fait d'organiser des événements publics tous les samedis en fait sur toutes sortes de thématiques, mais beaucoup des thématiques en fait culturelles. Donc l'idée c'est vraiment de déstigmatiser et d'attirer le plus grand nombre en touchant à des sujets qui peuvent être attirants pour tous, en servant aussi du bon café. Et donc tout ça, ça permet un brassage en fait qui est très puissant et très vecteur d'espoir, qui permet un peu une sociabilisation douce et aussi où la psychiatrie n'est pas tout le temps le cœur du sujet, mais où on va pouvoir tout simplement passer des moments en fait ensemble et faire société. Donc en 2023, on a fait 40 événements grand public, on a eu 6500 visiteurs. Et en fait, le lieu, c'est aussi un endroit qui permet de prendre la parole parce que on est un peu un des premiers lieux en France qui fait ça. Il y a des clubhouses, des lieux de répit qui existent, mais c'est assez différent finalement parce que justement, c'est pas ouvert au public. Donc, on a 40 médias qui nous ont donné la parole. Donc voilà, c'est aussi un moyen de communiquer. Donc, j'en parlais en quelques mots. On fait aussi des rencontres avec le monde institutionnel. Et en fait, on a eu tellement de demandes qu'on a mis en place les mardis matins des visites à destination des experts locaux, des organisations institutionnelles, des visites du ministère de la Santé, de la mairie de Paris, le CNCPH. Donc tout ça aussi, c'est très important parce que la pérédance, c'est aussi l'expertise du vécu. C'est ça aussi, hein, c'est le rétablissement par l'expertise du vécu. Et donc, l'idée, c'est aussi de se positionner en expert de ce vécu et de pouvoir le partager et partager notre modèle, aussi bien que le monde institutionnel que le monde de la psychiatrie. Je sais que dans le projet qui est en train de se créer à Bourges, il y a aussi cette idée que ce soit un lieu de patients acteurs qui potentiellement réalisent du contenu. Et nous, c'est vraiment au cœur de notre philosophie. Et le lieu sert à ça aussi. Donc, on aime bien dire rien sur nous sans nous. Donc, en fait, c'est un espace qui nous permet la création de contenu multimédia. Donc, on a un podcast qui s'appelle La Perche, qui a fait plus de 10 000 écoutes en 90 jours, que je vous invite à aller découvrir et qui est dans le top 10 des podcasts santé. Donc ça, on l'enregistre, vous pouvez le voir là en bas à droite dans une de nos salles de réunion. On a un documentaire Perché qui est sur France TV qui a été réalisé sur la création du lieu, mais on a aussi, dans ce que je vous montrais là, les prises de parole, la majorité des reportages en fait viennent sur place, donc c'est aussi fort en fait comme manière de stigmatiser auprès de publics plus élitistes. Ensuite, on a la création de contenu intra-maison. Donc là, vous pouvez voir par exemple des brochures qui sont faites entre soignants et soignés. Donc avec encore une fois cette idée d'empouvoirment du patient. Donc on organise des workshops avec le réseau Transition, le GHU de Paris, le Psycaire. Les Fleurs du Bien, là, que vous voyez, c'est un recueil de poèmes qui a été fait pour le coup par une personne de la communauté. Le Fanzinzin, c'est un fanzine qui a été fait sur les histoires de rétablissement via un atelier BD. Donc, les ateliers sont aussi des endroits où on va produire du contenu qu'on va pouvoir diffuser. Et vous pouvez voir en bas, il y a un atelier stop motion. On produit aussi de la musique, des DJ sets qui sont ensuite exportés à des festivals comme Pop MC. Et actuellement, il y a il y a un court-métrage qui a été réalisé dans l'atelier cinéma qui est en train d'être monté pour l'envoyer à des festivals. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que aussi bien en interne dans le pôle destigmatisation que je dirige que à partir des ateliers, les usagers de la psychiatrie soient au cœur des productions de contenu. Donc voilà, je vous ai parlé, on a eu 10 000 écoutes de la Perche 90 jours après le lancement. Donc ça, c'était au 11 novembre 2023. Donc maintenant, on est à bien plus.
Et puis, on a une belle communauté Instagram et je vais vous parler des piailleries qui est une forme des contenus qu'on produit que j'ai pas encore annoncé, petit teaser. On en a reçu 165 en 2023. Alors, qu'est-ce que les piailleries? En fait, les piailleries, c'est on appelle ça notre communauté d'art singulier. C'est pas, il y a de l'art brut, mais pas toujours, parce qu'il y en a qui sont des artistes, enfin, qui savent, qui font de l'art. L'art brut, en général, c'est le côté ne pas savoir qu'on produit une œuvre. Et donc, en fait, on a commencé en ligne, tout comme la Maison Perchée a commencé en ligne. Elle existe toujours en ligne. L'aspect hybride est très important. D'ailleurs, le samedi, toutes nos conférences sont en direct sur YouTube et ensuite en replay. Et donc, on expose vraiment tout type de création. On a du dessin, de la peinture, des poèmes, des textes, des films. Et on organise des expositions dans notre lieu. Donc, notre lieu nous sert également de galerie d'exposition et de lieu aussi d'expression culturelle avec des open mic, des concerts dont je vous parlais. Et fort de leur succès, en fait, donc ces piailleries qui nous viennent de toute la France, eh bien, on en a fait aussi des expositions hors les murs. Donc, encore une fois, on est sur cette idée vraiment d'optimiser la diffusion du contenu et d'ouvrir le champ des possibles. En fait, ce qui est très chouette avec les piailleries, c'est que il y a une valorisation en fait des personnes qui envoient leur œuvre, qui se voient exposées, mais c'est aussi faire communauté. Ça permet de rencontrer d'autres artistes. Et enfin, c'est encore une fois un moyen d'aller à la rencontre du grand public et de tout un chacun qui représente bien la philosophie de la Maison Perchée, qui est de passer aussi nos messages via différents supports. Donc, on organise une thématique et une exposition tous les 2 mois, donc en ligne à la Maison Perchée. Alors souvent, il y a un écho éventuel à la santé mentale. Donc, on a eu des thèmes, par exemple, comme matière grise ou le mouvement de mes émotions. Et on peut passer à la slide suivante, puisque... Je crois que c'est la dernière. Ah oui, j'avais... Vous voyez pas les 2 autres, non? Non. Moi, je les ai. Ok, c'est pas grave. Du coup, je vais vous les dire à haute voix. Donc, en fait, dans ces diffusions hors les murs des piailleries, on est allé à la Halle Saint-Pierre, on est allé à la Maison de la Conversation, on a fait partie du festival Facette. On a exposé aussi dans la maison des associations du 11e. Donc, à la fois, ça nous sert à aller toucher du grand public, d'aller dans des festivals plus orientés santé mentale, à l'ancrage territorial via, par exemple, la maison des associations. Mais ensuite, dans cet aspect d'aller vraiment à la rencontre d'autres publics, eh bien, on a exposé à la Sorbonne Université. Enfin, c'est encore le cas. On a vraiment passé un cap cette année puisqu'on a exposé une exposition qui s'appelle Se rétablir au Palais de Tokyo, dans laquelle on a diffusé justement le fanzine que vous aperceviez un peu plus tôt. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on allait vers un public mondial. Ça nous a permis de valoriser et de vraiment porter un message d'inclusion des personnes en situation de handicap psy, mais pas via leur handicap, en fait, via leur talent. Donc, c'était quelque chose de vraiment très empouvoirant. On a fait aussi la Relève Festival, Facette de cette année, donc encore une fois des festivals plus spécialisés. Et enfin, on expose actuellement au Psy Art Festival à Paul Giroux, qui a fait un super bel accrochage, un peu comme au Jardin du Luxembourg, vraiment des grands panneaux dans leur jardin. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ce projet. C'est la première année. Et donc, c'est un festival au sein d'un hôpital psy. Donc, ça vaut la peine d'être découvert à Villejuif. Donc, ce qui était intéressant, c'est que du coup, là, ça nous a permis de réhumaniser les patients, aussi, comme je disais, auprès des professionnels de santé, ou en tout cas, réhumaniser, c'est peut-être pas le bon terme, mais de les réancrer dans une autre réalité que celle d'être un malade.
Et puis, donc, puisqu'on était au cœur de l'hôpital, ça a été aussi un peu un vecteur d'espoir pour les patients qui étaient hospitalisés, puisque du coup, le festival était accessible aussi aux personnes dans le cadre de leur hospitalisation. En revanche, c'est pour ça que je vous invite à découvrir ce projet. C'était pas tout le temps évident quand même d'avoir le festival au cœur de l'hôpital. Et nous, c'était particulier aussi parce qu'on est concernés. En fait, du coup, on avait des gens qui étaient quand même vraiment pas mal en détresse, puisqu'ils étaient dans le cadre d'une hospitalisation qui venaient sur notre stand et voir l'exposition. Mais voilà, je vous invite à vous renseigner, à vous rapprocher de ce projet, parce que je pense que il y a pas mal d'apprentissage à en tirer. Voilà. Merci beaucoup, Victoria. Moi, j'ai un peu envie de savoir quelles étaient les attentions que vous aviez justement à accueillir du public comme ça sur un événement avec peut-être beaucoup de monde, peut-être beaucoup de bruit, ou c'était quoi les difficultés que vous aviez rencontrées sur place? Au PAF spécifiquement, au Pierre Festival là, de Paul Ouais. Guiraud. Nous, les festivals, on sait qu'on choisit les personnes qui vont sur les stands parce que c'est très sollicitant et les équipes se relaient. On sait qu'il y a des festivals qui sont plus ou moins adaptés. Par exemple, Pop MC, c'est extrêmement bruyant et lumineux. Il y a énormément de passages. Là, ce qui était plus complexe, c'était si on prend Pop MC ou Facette Festival, c'est des festivals qui sont dédiés à la santé mentale, mais aussi au grand public et les gens qui viennent. Bon, de temps en temps, il y a des gens qui craquent, mais il y a des cellules pour ça. Là, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'hôpital. Donc, on a des personnes qui viennent, qui sont dans le cadre d'une hospitalisation. Donc, ils voient Maison Perchée. On est là pour les jeunes adultes avec des troubles psy et qui viennent en fait vraiment vider leur sac, on va dire. Ce qui n'est pas l'objectif de la Maison Perchée, puisque nous, on s'adresse à des moments hors crise, même si avec les hauts et les bas, mais donc ça, c'était pas forcément évident à gérer pour l'équipe parce que pour le coup, on se retrouve un peu comme dans un miroir, d'autant plus que nous, autant revenir à l'hôpital avec notre initiative, c'est empouvoirant et c'est source de joie, mais se trouver confronté seul à des personnes qui sont dans la détresse au moment même où on est dans l'hôpital pour proposer des sources de joie, des fenêtres sur l'extérieur, ça c'était assez compliqué. Donc voilà, après c'était la première édition, hein. Mais disons qu'il pouvait y avoir un épanchement pas forcément évident à gérer pour notre équipe, puisque on n'est pas des psys, c'est pas du tout l'idée. Et après, il faudrait plus leur demander à eux. Je pense que moi, je trouve ça super que ça existe. Après, je pense que c'était intense pour les personnes hospitalisées. Et c'était que sur quelques jours. Donc, voilà, en fait, ma réflexion a été que ce qui est marrant, c'est qu'on a fait ça le week-end dernier et je savais que j'allais participer à cet échange-là. Et je me suis dit qu'à la fois, c'est génial d'avoir en fait cette rencontre et de décloisonner l'hôpital et de pas en faire des endroits de ghettoisation finalement. En revanche, ça demande quand même certaines adaptations pour que ça reste quand même des lieux de répit. Mais c'est quelque chose dont on avait parlé. Je sais qu'on avait parlé de dire que ça devienne pas non plus un lieu où on vient voir les fous entre guillemets. On vient le dimanche, oui. Ça avait été une remarque de quelqu'un qui nous avait posé cette question au début de la réflexion du projet. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas la personne qui vient le dimanche se cultiver chez les fous, quoi, en gros. Après, là, ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est un festival, donc il y a tout qui arrive d'un coup. Donc peut-être que la chose à en retenir, c'est que si c'est dans une certaine parcimonie ou que effectivement ça s'inscrit dans la semaine, je pense que ça peut être vécu assez différemment et ça peut être vraiment super très chouette et ça peut éviter justement la rupture totale avec le monde actif ou extérieur entre guillemets.
mais peut-être veiller à ce que ça n'envahisse pas, entre guillemets, tout l'espace et aussi les lieux de répit, ce qui était un peu le cas, du coup, là, dans le cadre du festival, mais c'était pour 2 jours, quoi. C'est une des questions centrales du projet, hein. C'est comment est-ce on garde cette notion de répit et d'espace qui est un espace aussi, voilà, vraiment qui permet de répondre à ce moment d'hospitalité, de soins, tout en rendant possible sur des temps peut-être dédiés et en effet peut-être moins sur des formes de festival et plus sur des propositions ponctuelles, des ouvertures à du public plus larges autour de l'art et de la culture. Et puis, par exemple, quand on est hospitalisé, souvent le dimanche ou le samedi, enfin, c'est un moment où justement on attend que les proches viennent, on s'attend à avoir de la visite, à avoir un peu un rythme comme ça qui nous sort un peu de la solitude. Donc, en soi, je pense que ça peut se marier. Mais voilà, du coup, ça a lancé un peu cette réflexion. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la Maison Marché d'une autre façon, c'est qu'à la base, on était ouvert le matin et l'après-midi et le samedi au grand public. Mais l'après-midi, on avait les activités dans une partie dédiée de l'espace, derrière les rideaux, aux usagers, enfin à nos membres. Sauf qu'au final, ça crée quand même trop d'agitation, trop de mouvement. Et vu que notre but, c'est pas d'être dans la rentabilité, on a décidé c'est pas un but pécunier, quoi, la cafette, hein, c'est de fermer les après-midi. Et ce qui est important aussi, parce que pour nous, c'était important qu'il y ait des temps informels et pas que des temps d'activité, en fait, entre membres. Et en revanche, ça n'empêche pas que du coup, le matin, il y a des rencontres qui se font. Et notamment, nous, en fait, on forme des gens à l'accueil. Les baristas, ils sont tous concernés. Les gens qui font l'accueil aussi. Donc, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent justement parce que en fait, elles viennent faire un pas vers nous parce qu'on n'est pas stigmatisant, qu'on n'est pas en soi un centre de soins, mais qui sont heureuses d'arriver et d'avoir quelqu'un qui est prêt à accueillir leurs paroles et à leur expliquer ce qu'on propose, etc. Bien, merci beaucoup pour ce premier partage, Victoria. Moi, ça me donne un peu envie de vous faire réagir, du coup, vous donner la parole. Je pense que vous auriez plein, ça vous donne voilà, plein d'axes de réponses ou de réflexions, en tout cas. Peut-être que vous puissiez nous présenter aussi le contexte des projets qui mettent déjà en dialogue l'art et le soin et leur genèse et comment ça se fait aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi peut-être que vous essayiez d'apporter, puisque là, Victoria nous présentait cet enjeu de la visibilisation aussi et de la diffusion, là où ici, dans les projets, tout n'est pas systématiquement montré. C'est pas tout le temps un souhait d'ailleurs, c'est pas tout le temps un objectif. Et donc, cette question du rapport à la diffusion, valorisation, finalement, peut-être qu'il y a des moments qui sont des moments de création ou de partage où c'est pas tant la finalité d'une production artistique, mais plutôt son processus. Ou voilà, peut-être que vous puissiez nous faire un focus sur la question de la diffusion là-dedans. La question de la diffusion. Alors déjà, nous, on travaille dans un service d'enfants et d'adolescents. Donc, il nous faut des autorisations toujours parentales si on veut diffuser quelque chose. Ensuite, c'est pas la volonté de départ de nos ateliers chez les enfants et les ados, puisque les 3/4 des ados ne veulent pas montrer ce qu'ils font. Et quand ils commencent à montrer les choses, c'est qu'ils vont mieux. Et nous les incitons vivement à aller s'inscrire dans un atelier à l'extérieur. Donc, après, il est arrivé que nous ayons fait quelques expos. C'était à la demande des adolescents, que nous prenons d'ailleurs en groupe. Donc, nous, on a une dynamique de groupe aussi qui, dans le service enfants et ados, c'est surtout des groupes thérapeutiques, en effet. Et moi, j'aime travailler avec des groupes plus qu'avec des individuels. Ça, c'est un choix personnel. Mais parce que je trouve que ça amène chez les adolescents et les enfants une dynamique qui est très intéressante. Et puis aussi parce que sur un groupe, on peut s'autoriser à ne pas faire non plus. Il n'y a pas d'obligation de production, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas ni le produit, la création artistique finale, ni le fait de l'exposer, donc de la diffuser. C'est vraiment travailler sur le processus qui va en permettre aux enfants et aux ados de symboliser, de réfléchir, de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. J'ai toujours souvenir d'une adolescente qui est revenue. Alors là aussi, on pourrait discuter de la propriété aussi des œuvres. Que fait-on des choses qui restent en atelier? Alors moi, on a un contrat de départ moral qui consiste à dire tout ce que vous faites dans l'atelier vous appartient.
Alors, les enfants sont souvent fascinés quand on leur donne une toile, par exemple, les ados aussi, ou des matériaux précieux comme des feuilles d'or, des choses un petit peu qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, on n'a pas l'habitude forcément de travailler avec. Et alors là, tout d'un coup, c'est je vais le garder, bien sûr que tu vas le garder, c'est à toi et ça t'appartient. Après, je leur explique que ils emmènent ou pas, parce que chez les enfants, par exemple, se pose la question de l'arrivée. Moi, j'ai vu des mamans dire, mais c'est moche ce que tu as fait. Donc, on fait très attention de savoir comment ça va arriver, s'il n'y a pas une petite soeur, un petit frère qui va déchirer, parce que malheureusement, il y a ça aussi. Après, on essaie de travailler avec les enfants en leur disant, écoute, on verra à un moment donné, tu pourras peut-être emmener. Et moi, je leur dis à tous, enfants, ados, ça vous appartient. C'est à vous de décider ce que vous en faites, parce que dans la participation d'acteurs du travail que l'on fait, et moi en tant qu'artiste, je fais le même. Personne ne décide de ce que j'expose ou de ce que je jette ou de ce que je retravaille. Donc là aussi, dès le départ, il faut les rendre possesseurs de ce qu'ils font. C'est très important. Et aussi décideurs à la fin de ce qu'ils vont en faire. Et l'exemple de cet ado qui est parti en nous disant, je ne peux pas emmener ça chez moi parce que mes parents ne vont pas comprendre, parce elle s'était autorisée, elle l'a d'ailleurs dit au groupe quand elle est revenue, j'ai trouvé ça. Là aussi, on parlait ce matin des aides des patients qui s'aident entre eux et de comment ils peuvent. Elle est arrivée, elle a dit aux autres, des fois on ne sait pas pourquoi on vient là, parce qu'on dessine déjà chez nous beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire de plus dans cet atelier? Et puis elle dit, en fait, moi j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait dans ma chambre ou chez moi ou même ailleurs. Elle faisait des choses assez terribles et elle avait dû les poser. Et elle me les a confiées pendant 1 an et demi. Elle est revenue les chercher parce qu'elle m'avait dit que sans doute, peut-être, elle reviendrait. Il y a quelques jeunes qui ne disent pas, mais pour qui je garde aussi toujours, je leur dis, je garde 1 an, 2 ans maximum de votre travail. Et n'hésitez pas parce que l'avantage de l'école d'art, c'est que là, pour le coup, c'est un lieu très ouvert. Et ils peuvent rentrer, venir toquer à la porte. C'est une salle qui se trouve en rez-de-chaussée. Donc là, on entre dans la forme architecturale du bâtiment. Donc une capacité très libre de pouvoir rentrer dans l'école sans problème. Et donc j'ai des jeunes qui reviennent redemander. Voilà. Donc, et la finalité n'est pas l'expo, mais nous en avons fait à la demande des ados. Et en ce moment, nous faisons avec Claire, alors dans un autre site, c'est à Vierzon. À Vierzon, nous n'avons pas d'école d'art, mais nous avons toujours un atelier à l'extérieur. La volonté, alors on a un petit peu parlé pour les gens qui étaient là, de Marie-Claude Julia et des premiers artistes qui sont arrivés dans le service de pédopsychiatrie, alors qu'il y en avait déjà chez les adultes depuis fort longtemps. Marie-Claude Julia en était une. Le service s'ouvre en 77 avec le docteur Martin, entre autres. Et la volonté, c'est de faire venir aussi des éducateurs. Ça, on n'a pas dit non plus, mais l'importance de métiers autres qui viennent aussi et qui ne sont pas directement reliés aux soins. C'est aussi quelque chose d'important. Donc 77, les artistes débarquent avec les éducateurs dans le service de pédopsychiatrie. Il faut savoir qu'avant, pour un peu d'histoire vite fait là, parce que je suis pas spécialiste, les enfants et les ados étaient accueillis dans les services adultes via les urgences quand il y avait un problème. Donc c'était pas idéal, autant vous le dire. Du coup, ensuite, alors la rencontre de l'école d'art, puisqu'on est aussi là pour parler de ça. Alors j'ai mes dates, c'est pas une mémoire extraordinaire. Donc c'est 93. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est que les enseignants de l'école d'art de Bourges ont rencontré les médecins et quelques autres personnes dans le train, à l'époque où sans doute les gens n'étaient pas sur leur téléphone portable. Et où ils se parlaient. Donc, c'était pas mal. Et tout d'un coup, ils se sont dit, ah oui, mais nous, on a des trucs, mais vous parlez de ça, mais nous aussi, mais tiens, ah bon. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont invités mutuellement à l'hôpital, à l'école d'art. Et il y a eu tout un tricot comme ça pendant 1 an ou 2. Et ensuite, c'est en 93 où il y a eu une création d'un groupe de recherche, donc entre l'hôpital et l'école d'art, et qui a été subventionné par le ministère de la Culture. Et en 94 et 95, il y a une association qui est née qui s'appelait, avec un jeu de mots, Ne les arrêtez pas, et qui crée la première session dont je suis issue, donc d'artistes qui sont invités à venir travailler dans l'hôpital. Mes motivations à l'époque étaient assez simples. Mon travail artistique parlait du vivant, de l'humain. Je ne voulais pas rester enfermée dans ce qu'on connaît dans les écoles d'art, qui sont le petit monde un peu fermé. Je me tourne vers, il n'y a pas de musiciens, mais les musiciens aussi parfois vivent pour en connaître quelques-uns, surtout les orchestres.
entre eux. Donc, moi, je ne voulais pas rester enfermée dans je fais un prix de machin, je vais faire une expo là, et je vis dans le monde artistique. Je voulais vraiment aller faire quelque chose qui soit en lien aussi avec mon travail. Mais je ne connaissais rien du tout à la maladie psy, puisque je n'avais pas côtoyé toujours. Et le premier jour où je suis rentrée à l'hôpital, je le dis souvent à mes stagiaires, je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais m'en aller. En courant. Et puis les gens qui m'accompagnaient, entre autres le docteur Martin, le docteur Robert aussi, m'ont dit, mais vous savez, c'est une plutôt bonne réaction que vous avez là. Et finalement, ça fait 27 ans que j'y suis, donc c'est que ça m'a plu. Sinon, je pense que je ne serais pas restée. Et donc l'école d'art ensuite poursuit, ça c'est Sylvie, tu veux le calendrier? Donc, transformation de l'association et création. Donc alors je vais essayer là, c'est une grande histoire, 25 ans. Donc voilà, on en est à la rencontre entre des médecins, des enseignants de l'école d'art, donc sur le Paris-Bourges, hein, le train Paris-Bourges, aller-retour. Voilà, donc ces gens-là se rencontrent, créent cette association, invitent des jeunes diplômés d'école d'art à venir voilà, se former, s'informer sur la question de comment un artiste travaille en partenariat avec des personnes qui sont d'autres disciplines, les disciplines de la santé, de l'éducation, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un hôpital, qu'est-ce qu'un hôpital de santé mentale. Donc tout ça donne lieu à une formation qui se construit plutôt pas mal sur un modèle qui fonctionne bien, une semaine par mois. Voilà, donc ça permet aux artistes d'être immergés pendant une semaine sur ces temps de formation, d'accueil à l'hôpital. Alors la notion d'accueil, elle est super importante aussi, hein. On est accueilli au sein d'un service, donc on est accueilli par les responsables du service, mais on est aussi accueilli en effet par les patients. Et voilà, ce que Cathy évoque, c'est la manière dont elle a été accueillie par une patiente à l'époque qui lui a fait un cadeau. Voilà, donc sur ce modèle-là, se crée en 2000 une autre formation, une nouvelle formation qui est conçue, élaborée, voulue par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, parce que le ministère de l'Éducation nationale décide de rendre officielle la présence des artistes dans les écoles. Voilà, donc à travers la création de dispositifs d'accueil qui permettent de financer une intervention artistique d'un artiste, hein, qu'il soit plasticien, plasticienne, danseuse, danseur, musicien, musicienne, à travers des dispositifs qu'on appelle les classes APAC, classes à projet artistique et culturel. Voilà, donc c'est une espèce de clé qu'on va mettre dans la serrure des écoles. Sauf que le ministère de l'Éducation nationale se dit, accueillir des artistes, on met les dispositifs en place, c'est super, mais les artistes ne parlent pas ou ne parlent plus le langage de l'école. Donc finalement, peut-être qu'il ne serait pas inintéressant d'offrir aux artistes plasticiens, plasticiennes, une espèce de formation qui leur permet de redécouvrir l'école qu'ils ont quittée il y a longtemps et pour voir qu'est-ce que c'est que l'école, comment les enseignants, les enseignantes travaillent maintenant, qu'est-ce que c'est que les programmes. Voilà, donc en 2000 se crée sur le modèle de la formation d'art et de thérapie déjà portée par l'hôpital et l'école, se crée donc cette formation qu'on appelle Centre de formation des plasticiens intervenants. Alors, les musiciens connaissent ça, puisqu'ont été créés quelques temps avant les CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants, pour permettre aux musiciens de se former, pareil, voilà, sur comment on travaille en partenariat avec des enseignants et des enseignantes. Donc, se crée cette formation, on accueille des artistes, plasticiens, plasticiennes, une semaine par mois, et voilà, c'est vraiment, d'un côté, les artistes à l'hôpital sur le statut de l'association qui existait encore, et de l'autre côté, ceux qui se forment pour le milieu scolaire, donc via ce fameux CFPI. Donc, les groupes viennent, ne se rencontrent jamais. Et ça, c'est au fil de l'eau. Moi, je suis au centre, je coordonne les deux formations, en fait. Donc, je recueille les paroles
et de ceux de l'hôpital et de ceux du milieu scolaire, qui regrettent de ne pas pouvoir se rencontrer plus souvent. Pour des questions de calendrier, de situation d'accueil, on n'a jamais réussi. Bon an, mal an, tout ça existe pendant quelques années, et finalement, diverses directions de l'école d'art, pour des raisons financières également, pour des raisons pratiques, ont fini par décider de fusionner les deux formations en une seule et d'accueillir finalement plus qu'un seul groupe, mais sur l'ensemble des questionnements de l'intervention artistique, aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu hospitalier. Et on ouvre cette formation également à la question des autres champs disciplinaires. Alors, c'est un peu un jargon administratif, tout ça, c'est-à-dire finalement comment un artiste ou une artiste plasticienne va travailler aussi bien avec des enseignants qu'avec des soignants ou des personnels éducatifs, qu'avec des personnels du milieu de la justice, de la pénitentiaire, du médico-social et puis des associations. Voilà. Alors tout ça, c'est une évolution aussi qui se fait en parallèle avec l'évolution de la société, c'est-à-dire que au fil du temps, chaque ministère a développé ses propres dispositifs d'accueil des artistes dans les structures d'accueil, c'est-à-dire que donc ça s'appelle des dispositifs interministériels, c'est généralement des protocoles conventionnés, donc c'est l'éducation nationale avec la culture, tout ce qui relève de ces mots que vous entendez souvent, éducation artistique et culturelle, fameuse EAC, culture santé, culture justice, voilà. Donc, il y a tout un développement comme ça de protocoles conventionnés entre les ministères avec des dispositifs. Alors, ce qu'on appelle un dispositif, c'est ni plus ni moins qu'un dispositif financier, c'est-à-dire de l'argent que le ministère va mettre sur une ligne budgétaire qui va porter un certain nom et qui va permettre en effet à des artistes de postuler à des appels à candidature auprès des structures. Voilà, donc tout ça se met en place, se construit petit à petit avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et donc aujourd'hui, nous accueillons chaque année des plasticiens et plasticiennes. Donc c'est une formation à Bourges qui accueille spécifiquement des plasticiens et des plasticiennes parce que nous n'avons pas, nous, la compétence pour accompagner des projets, par exemple, portés par des musiciens. C'est pas notre domaine disciplinaire. La même chose pour l'architecture et le design. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, attention, mais voilà. Donc, en revanche, on accueille des plasticiens et des plasticiennes dont souvent les pratiques artistiques sont transversales et voire débordent sur des questions de design, sur des questions d'architecture, c'est des questions du mouvement, de la danse, de la voix, etc., etc. Voilà. Donc, ça c'est notre dispositif de formation continue pour les artistes. Maintenant, la posture, ou en tout cas le positionnement de l'école d'art par rapport à l'hôpital, s'illustre en fait par la mise à disposition d'une salle au sein de l'école d'art qui est donc conventionnée avec l'hôpital pour accueillir spécifiquement les groupes pris en charge par l'hôpital, donc les groupes des enfants et les groupes des adolescents, et plutôt que de prendre en charge les enfants dans un atelier à l'hôpital, en pédopsie ou sur un autre site de l'hôpital, c'est une prise en charge hors les murs dans un atelier à l'école d'art. Alors, on pourrait se dire, ouais, super, mais finalement, à quoi ça sert que de faire que les enfants se déplacent à l'hôpital, se déplacent à l'école, etc., etc. Tu l'as peut-être dit ce matin, en fait. J'en ai un petit peu parlé, mais je crois qu'on a été nombreux à en parler. Voilà, donc la question de la déstigmatisation, donc de parents qui acceptent mieux la prise en charge d'adolescents et d'enfants, qui viennent plus facilement dans une école d'art. Il y a même des parents qui m'ont dit, ah mais on est très honorés, nous c'est comme quelque chose de… Et tout d'un coup, ça enlève un petit peu ce côté stigmatisant des pathologies, de la souffrance. C'est plus facile que de rentrer dans l'hôpital, c'est sûr. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi l'école d'art, enfin comme tout établissement d'enseignement en fait,
c'est une grande boîte à outils. Et c'est une grande boîte à outils donc au service de nos étudiants, bien entendu, hein, ils sont étudiants, ils payent des droits d'entrée, s'inscrivent pour ça. Mais finalement, il y a un effet, vous savez, quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Hein, je ne sais pas comment on appelle ce phénomène. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à l'école d'art, quand il se passe quelque chose, voilà, ça influe sur l'environnement. Et je pense que les enfants et les adolescents bénéficient de ce phénomène, hein, voilà, parce que quand les enfants ou les adolescents sont pris en charge à l'école et que pour une raison ou pour une autre, ça se passe pas comme il faudrait. D'ailleurs, je sais pas ce que ça veut dire, ça vraiment. Mais en tout cas, il y a la possibilité pour les enfants et les ados de sortir de l'atelier et de se promener dans l'école, soit pour aller chercher quelque chose, soit pour aller découvrir quelque chose, soit pour aller voir quelque chose. Voilà. Donc, c'est à la fois rencontrer, croiser les étudiants. Alors là, il y a un double effet aussi, c'est-à-dire que nos étudiants, finalement, s'habituent aussi à la présence des enfants et des adolescents qui sont pris en charge. Et qui viennent questionner aussi les étudiants sur leur travail et sur ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Voilà, donc il y a des discussions comme ça, et ça oblige les étudiants à adapter leur langage à un âge aussi. Voilà, donc il y a tout ça. On vous coupe. J'ai deux questions, mais je crois que la première, c'est la première question, c'est donc il y a donc la formation pour les beaux-arts, on va dire, et la formation, donc, on va dire, arts et soins. Alors, c'est la même maintenant. C'est la même. Ouais. C'est une seule formation, donc à destination d'un groupe d'artistes plasticiens qui vient se former. Mais comme l'atelier de l'hôpital est dans l'école également, en fait, le partenariat entre l'école et l'hôpital est à deux niveaux, se joue quasiment à deux endroits, mais qui se retrouvent tout le temps en réalité. Donc, il y a l'atelier de prise en charge pour les enfants et les ados, voilà, ateliers qui sont, prise en charge qui sont encadrés par les personnels soignants, infirmières, éducatrices, éducateurs, et Cathy. Eux-mêmes interviennent dans la formation, en fait. On les sollicite aussi dans la formation et elles accueillent en nos artistes en formation. En fait, tout se relie tout le temps. C'est une formation de partenariat. Ouais. Et du coup, les ateliers, ils sont donnés par les étudiants, mais aussi… Alors non, c'est uniquement moi et la personne qui m'accompagne, comme Claire. On n'a pas Frédéric aujourd'hui qui est infirmière, parce que malheureusement, elle a été appelée à d'autres choses. Mais moi, je ne travaille jamais toute seule. Alors c'est une chose on va pas trop parler de la forme. Donc nous avons une salle dans l'école qui est très accessible au rez-de-chaussée, qui n'est pas isolée du tout, puisque nous sommes encadrés par un atelier très technologique qui a toutes sortes d'outils, comme par exemple plein d'imprimantes, un atelier numérique avec des imprimantes, avec des machines laser. De l'autre côté, on a un atelier bois et un atelier métal, et on a un lieu d'exposition et de travail en bas, ce qui fait que les enfants et les ados vraiment voient et demandent des fois. J'ai une petite fille, il y a une porte qui sépare mon atelier de l'atelier numérique, et je connais, alors l'avantage c'est que je connais tout le monde, donc c'est vrai que c'est très simple, hein. Et elle me disait, mais il y avait des choses devant la porte, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors on est sorti, puis on a été voir le voisin, et le voisin, il nous a accueillis. Alors on est très bien accueillis, on a la chance on peut faire les choses de manière très spontanée. On a besoin de quelque chose dans l'atelier bois, on va le demander, on se promène dans l'école, on va voir des étudiants travailler qui font toutes sortes de choses. Et là, les questions arrivent, ou elles arrivent après, parce qu'il fallait nous les poser, les ados, je pense. On a assisté il y a pas très longtemps avec un groupe d'adolescents à un passage de diplôme. Et ils ont été très, très intéressés, très impressionnés à la fois. Donc, et ça questionne aussi sur qu'est-ce que c'est l'art aussi, parce qu'ils ont une représentation de l'art comme, j'ai envie de dire, beaucoup de gens, c'est que la peinture, alors que dans l'école, on voit toutes sortes de choses. J'ai souvenir de cette adolescente qui voulait coller du verre sur une toile parce qu'elle cherchait toujours des choses dangereuses à faire. Et je lui disais, OK, mais on met des gants. Alors, on a un peu négocié, mais elle a fini par mettre les gants. On n'aurait pas pu faire. L'infirmière qui m'accompagnait, qui est Christelle, que j'aurais pu vous emmener, m'a dit, mais Cathy, on n'aurait jamais pu faire ça à l'hôpital. Déjà, on n'aurait pas trouvé de verre. Alors que là, il y avait un morceau de verre cassé. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il y a une étudiante qui est passée
Et alors, elle me dit comme ça, mais on va me prendre pour une folle si je sors ramasser des bouts de verre rose. Je dis, si, tu risques pas grand-chose, hein. Ça risque de bien se passer. Donc, on sort toutes les deux. Et là, il y a une étudiante qui passe et qui va vers la jeune fille, qui dit, regarde, là, il y a du verre avec de la couleur, peut-être ça t'intéressera plus. Et voilà, c'est des trucs comme ça qui sont fabuleux, hein, c'est des tout petits trucs. Mais, et tout d'un coup, la rencontre, elle s'est faite. Et le danger est devenu complètement dédramatisé. Elle a quand même collé ses bouts de verre sur la tranche. On l'a fait prudemment. Parce que rien n'est impossible dans cet atelier aussi, c'est une des volontés. Alors, parfois, il faut être créatif, donc il faut trouver des solutions aux problèmes demandés, mais c'est aussi une des axes forts de la création, c'est à tout rêve, à toute demande, on essaie de répondre, parce qu'il y avait une symbolique très forte, hein. C'est une jeune fille qui a fait une tentative de suicide, qui était très mal, et tout ce qu'elle faisait était comme ça, il fallait qu'elle franchisse, et après, elle a fait des choses beaucoup plus douces, mais c'est après. Donc l'école, c'est vraiment l'école en elle-même. Donc avec les gens, que ce soit la bibliothèque, alors on va aussi à la bibliothèque, il y a une bibliothèque extraordinaire, mais on est très bien accueillis. Je dois dire que j'ai jamais vraiment, non, même les étudiants qui parfois sont un peu tremblants parce qu'ils sont en train d'installer leur diplôme, et ils prennent toujours 5 minutes. Des fois on dit vous embête pas trop parce qu'on sent qu'ils sont vraiment tendus. Et puis c'est vrai que l'école en elle-même est un outil extraordinaire de rencontre aussi. Et de rencontres très spontanées, parce que tout ça, on va visiter la box, où Sandra nous accueille où elle vient nous dire en disant, tiens, Cathy, il y a une expo, ça va intéresser les enfants, et on y va. Voilà, si c'est sur un ton, les enfants sont là, on y va. Je fais des propositions aux ados, mais alors l'atelier c'est toujours eux qui décident, hein. Donc, moi, je propose des choses en disant, est-ce que vous avez envie, parfois ils me réclament, dire, au fait, tu as dit qu'on allait visiter l'école, mais on n'a toujours pas visité, alors on va visiter l'école. Ça, c'est vraiment un truc, voilà, c'est une richesse. Et puis, on est dans l'art, hein. On est vraiment dans l'art. Donc, c'est un outil fabuleux. Après, la forme, quand je ne suis pas là, l'atelier ne peut pas avoir lieu. Ça aussi, c'est une des choses qui... Et quand ma comparse n'est pas là, l'atelier n'a pas lieu non plus. Donc, c'est une règle de départ. Ça doit toujours... Nous, en plus, on a des enfants, et même les ados, il faut quand même avoir toujours les mêmes personnes qui encadrent. Parce que sinon, ça peut être quand même... Alors, on parlait tout à l'heure, j'entendais la Maison Perchée qui disait que oui, des fois, on a eu quelques peurs, des enfants qui prenaient la porte en courant et qui pouvaient peut-être... mais finalement, l'école est grande, il n'y en a aucun qui s'est échappé dans la rue, j'ai pas été obligée de fermer les portes à clé non plus. On a un petit garçon aussi qui avait été très menaçant avec les pare-brises des voitures de l'école. Mais bon, et ça ne s'est pas fait non plus, il n'a pas cassé de pare-brise, donc... je ne peux pas dire qu'on ait eu jamais de problème, parce qu'en fait, le fait que ce lieu à l'extérieur est différent des lieux qu'ils connaissent sur l'hôpital modifie complètement, parce que des fois, évidemment, on se réunit autour des projets de ces enfants, et la question c'est, nous, on le voit comme ça, et nous, on dit, non, il n'est pas du tout comme ça, il est très différent, on n'a pas du tout. Donc, et ça, c'est très riche aussi, cette espèce de capacité. Parce que ça veut dire que si cet enfant, cet ado peut être différent là, il peut l'être ailleurs. Mais, et après, je vais juste revenir sur ce qui a été dit ce matin sur le lieu dans l'hôpital. Il est difficile, en effet, de faire revenir des gens qui ont souffert et ils ont envie d'oublier. Moi, je dis toujours aux ados, si vous me croisez dans la rue, vous ne me dites pas bonjour, c'est pas grave, je ne veux pas vous en voir, je comprendrai que vous n'avez pas envie de me reconnaître. Et aussi l'effet inverse. Nous, on a eu des jeunes, on a eu un jeune, je pense Claire avec toi, aux Beaux-Arts, il aimait beaucoup venir. Mais pour venir, il fallait être malade, donc il était malade. Il faisait régulièrement le passage au Carode et à Casa. Et un jour, on lui a dit, écoute, tu vas bien, ça suffit maintenant, il ne faut plus que tu reviennes. Alors si tu reviens nous voir, mais c'est pas comme ça, tu viens toquer pour nous faire coucou. Et en fait, on l'a suivi quand même 2 ans et demi, mais ce qui est une moyenne, on nous a tenu. Voilà. Alors, on travaille avec l'équipe aussi, on se réunit régulièrement avec le médecin. Il y a Victoria qui a levé la main. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, réagir, Victoria? Ouais, je voulais réagir par rapport à ça. C'est ce que je disais, c'est une vraie question de retourner à l'hôpital quand on a été ou qu'on sera peut-être encore amené à être usager de la psychiatrie, ou même des fois on a ces rendez-vous aussi réguliers qui se maintiennent à l'hôpital. Il y a 2 choses, il y a il y a aller dans un lieu psychiatrisé mais qu'on ne connaît pas, ce qui était le cas pour nous par exemple à Paul Guiraud. Et là c'était plus le côté miroir avec
pour le coup, des personnes qui étaient hospitalisées, qui étaient difficiles. En revanche, ou en tout cas, c'est une autre réflexion. Moi, je sais que je l'ai vécu plusieurs fois. Moi, j'étais hospitalisée à Sainte-Anne. En plus, j'ai eu une hospitalisation vraiment difficile qui s'est assez mal passée. Via la Maison Perchée, j'ai été invitée à collaborer ensuite avec eux. Et en fait, je travaille très étroitement avec Sainte-Anne maintenant parce que je travaille avec le lab de design de Sainte-Anne. Les brochures soignants-soignés, c'est moi qui ai organisé les ateliers au CEJAD sur place dans l'espace de l'hôpital. Et je suis intervenue à 3 conférences à Sainte-Anne, notamment une qui était sous le bâtiment où j'avais été hospitalisée sous contrainte et en contention et tout, donc c'était assez fort. Et donc ces 3 expériences-là, je les ai très bien vécues. Pourquoi? Parce que il y a quand même eu un temps de distanciation. Enfin, je suis pas revenue, je l'aurais pas fait 2 semaines après. C'était pas mes équipes directes aussi, des gens qui m'avaient soignée, mais surtout, encore une fois, on revient à cette question aussi d'empouvoirment, d'expertise, de posture. Je sais pas comment ça se passerait. Effectivement, si c'est des gens qui viennent pour être visiteurs, faudrait sûrement les sonder tout simplement. Mais par contre, si c'est pour participer, je pense que justement, si on est invité à participer d'une manière qui est valorisante, qui est empouvoirante et justement qui nous invite à venir en tant que autre chose que patient, ça peut au contraire vraiment bien se passer. Je suis pas la seule à le faire à la Maison Perchée. Mais en tout cas, moi, au contraire, ça a été plutôt quelque chose une sorte de catharsis, quoi, hein, de pouvoir retourner à un endroit où, pour le coup, j'ai perdu toute ma liberté, d'y retourner au contraire pour amener une expertise, une collaboration et en plus qu'on m'écoute et que je dise franchement ce que je pensais qui n'allait pas et ce que je pensais qui allait bien. C'est une super. Enfin voilà, moi je suis très heureuse de faire ça et je le vis très bien. Donc c'est penser comment c'est fait en tout cas qui fait que je pense que ça peut marcher. Après évidemment c'est propre aussi aux sensibilités de chacun. Ouais, tout à fait. Mais voilà, je voulais apporter ce témoignage parce que je pense que ça peut aider. Le LABA, le laboratoire accueil hospitalité, c'est donc une structure interne au centre, donc Paris Psychiatrie Neurosciences, donc Sainte-Anne, et ce sont des designers qui travaillent avec des équipes de la communauté hospitalière, voilà, sur une grande diversité de sujets, l'ensemble des structures, voilà, sur le territoire parisien, francilien. Et donc, c'est vrai que nous, on a parlé ce matin de cette double dynamique qui était quelles attentions sur les questions de sécurité ou de conditions d'accueil qui sont de faire venir des gens de l'extérieur et puis aussi cette dynamique de qu'est-ce que ça veut dire proposer à quelqu'un qui n'est pas ou plus hospitalisé de revenir, que ce soit pour un concert, une exposition ou une rencontre. Et donc, voilà, d'interroger les frottements, les interrogations qu'on a sur ces 2 dynamiques-là, c'est-à-dire l'extérieur qui vient et puis à l'intérieur même de l'établissement, certaines frontières, je pense notamment aux enfants, aux adolescents, on nous a pas mal dit, je sais pas si Anaïs, tu peux nous remettre sur la slide 2, la carte vraiment du bâtiment où on a cette avenue qui sépare de volets et puis des équipes voilà, du pôle enfant-adolescent qui nous disaient nous, on a cette un peu frontière où en fait, on n'a pas l'habitude de passer avec les jeunes côté adulte, entre guillemets, et que donc pour l'accessibilité à cet espace, pour des activités, ça va voilà, impliquer de transformer en fait des habitudes qui sont là depuis très longtemps. Donc on voit sur la partie basse, il y a cette avenue de Beauregard qui sépare vraiment l'ensemble du centre hospitalier voilà, en 2 partitions, si je puis dire. Et donc sur la partie basse, autour de plein d'espaces verts, donc le pôle enfant-adolescent,
Et donc, c'est cette avenue qui est un peu une frontière psychologique, entre guillemets, que les équipes de soins ont. Et donc, l'idée même d'amener c'est très symbolique. Ouais. Il va falloir le travailler, je pense. C'est, Je vais vous dire ma petite expérience. Souvent, les dames, les soignantes de Valbert, donc les petits-enfants, viennent sur le secteur adulte pour se promener avec les enfants quand il fait beau, etc. Et il est vrai que j'entends régulièrement les collègues dire les enfants n'ont rien à faire là. Donc, c'est des changements qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir faire comprendre aussi aux gens. C'est pas parce que des enfants ont des troubles ou des adultes ont des troubles qu'on ne peut pas mélanger. Après, nous, on est là pour leur sécurité, pour les encadrer. Mais je pense qu'il y a un travail assez important vis-à-vis du soignant à faire là-dessus. Après, c'est mon expérience. je trouve que c'est un symbole très fort, dans le sens où je pense que longtemps, encore aujourd'hui, l'idée c'est qu'on espère en effet que les enfants, les adolescents pris en charge sur la pédopsychiatrie ne traversent pas pour aller. On espère qu'ils aillent bien, qu'ils aillent mieux avant l'âge adulte pour peut-être symboliquement, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'empêche que. Il y a des questions chez les ados aussi. Je viens d'avoir demandé, mais pourquoi on ne va pas voir les personnes âgées créer un truc entre eux? Alors après, il y a aussi des ados dont les parents des adultes, est-ce que ça va être difficile, un ordre d'idées compliqué à voir, à réfléchir, à penser. Moi, je disais que j'ai eu quelques ados. J'ai travaillé dans la petite maison qui n'existe plus il y a longtemps, qui était donc au niveau des garages et plus dans le service adulte. Et j'ai eu quelques ados dont les parents étaient suivis en psychiatrie et c'était très douloureux pour eux aussi. Donc après, c'est des cas isolés, il faut travailler aussi, il faut éviter d'emmener ces enfants-là, mais c'est toujours très cas par cas en fait. Il y a aussi beaucoup d'adolescents qui se retrouvent aussi en chaîne d'isolement. Oui. Et qui pourront revenir dans le secteur adulte, c'est compliqué aussi, ça renvoie à des choses que les gens très dur dans l'adolescence. Très dur, extrêmement difficile. Je pense qu'il y a énormément de choses à réfléchir, à travailler autour de tout ça, pour l'acceptation aussi bien des soignants que des patients, des gens d'excellence. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tu as évoqué, Cathy, l'ouverture de l'école d'art. Alors, certes, c'est un bâtiment plein centre-ville, façade, peut-être que certaines d'entre vous ont en tête la façade de ce bâtiment. Centre-ville, place Cujas. Musée Esther. Oui. Voilà, donc Beyrouth en ce moment, mais c'est-à-dire que la place Cujas est en train d'être faite, donc c'est un immense chantier là depuis quelques années et encore pour quelques temps. Voilà, toujours est-il que c'est une immense façade qui est face au parking Cujas et c'est un établissement d'enseignement, donc on n'entre pas si on n'a pas une bonne raison d'entrer. Voilà, et donc il y a des journées portes ouvertes pour accueillir le public. Mais derrière cette immense façade, on ne se rend pas compte, mais il y a un immense bâtiment. Enfin voilà, c'est très profond avec 6 000 mètres carrés de bâti. Et donc, en effet, il y a la possibilité d'entrer dans cette école par 3 entrées. Alors, autant dire qu'en pleine période Vigipirate, c'est extrêmement compliqué. Et c'est tout. Les enfants et les adolescents pris en charge connaissent le chemin, les taxis connaissent le chemin, donc ça se fait assez naturellement. Voilà. Mais il n'empêche que pour des établissements comme les nôtres, des institutions qui accueillent beaucoup de public, voilà, la question sécuritaire, elle se pose quand même, et elle n'est pas facile à gérer. À cause de Vigipirate, entre autres, mais pas que. Et c'est vrai que pour la sécurité des communautés, que ce soit à l'école ou à l'hôpital, il faut quand même veiller à ça. Et parfois, les gens des dames et les messieurs des taxis sont un peu perdus. Voilà, et parfois, on se retrouve avec des enfants esselés. Comme tout le monde nous connaît depuis 27 ans dans cette école, à commencer par nos 2 concierges de service. Et donc, on sait que. En général, tout le monde arrive à bon port. Donc, c'est relativement bien, relativement facile. assez fluide.
Et je voulais juste rajouter aussi, au-delà de cette école qui nous inscrit dans l'art complètement, il y a aussi, l'école est inscrite, donc tu viens de le dire, en plein centre-ville, donc elle est inscrite dans la cité. Et ça, c'est formidable parce qu'avec les enfants, si on a envie d'aller au musée Stève, ou si on a envie d'aller voir la cathédrale, ou même de faire un tour et de découvrir des choses, parce que certains ne connaissent pas en plus, donc c'est vraiment, là aussi, il y a un lien qui est intéressant. Et au niveau des adultes, il y a moyen de faire ça avec les adultes ou c'est compliqué? La convention porte uniquement sur le service de pédopsychiatrie. Voilà. Enfin, quand je parle de la convention, c'est le fait d'avoir une salle dédiée aux prises en charge. Voilà, c'est une salle qui fait 25 mètres carrés à peu près. Ça fait plus que ça. Ah bon, elle est très pleine alors. Elle est très pleine. D'accord. Un peu trop maintenant. Voilà, mais après, on n'a pas. Alors, la place Pujas est en travaux. Le bâtiment de l'école d'art n'appartient pas au ministère de la Culture. C'est une espèce d'imbroglio administratif très compliqué. On n'a pas d'espace conventionné dédié à l'accueil de autres publics que les enfants du service de pédopsychiatrie, enfants et ados. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, en revanche, en fonction de la réhabilitation du bâtiment, il y aura peut-être un espace dédié à l'accueil d'autres types de publics. Voilà, peut-être. C'est un petit peu ça qu'on mais l'idée, c'est peut-être aussi que l'école d'art sorte un peu de ses murs. C'est ça qui est intéressant. Allez-y, pardon. Vous avez... Moi, je trouve que le concept est très intéressant pour les enfants. C'est la musique là, ça apporte beaucoup et c'est très très bien. Vous disiez, ça manque. Non, je trouve que c'est vraiment, alors pour le coup, ce bâtiment des Beaux-Arts est un lieu pour qui donne très fermé et qui est difficile à pénétrer. Et vraiment, s'il y a un travail d'architecte un jour à faire, c'est un lieu un peu d'accueil pour le public un peu large. Je crois qu'il en va de même pour le bâtiment Les Tilleuls, qui est en fait assez, voilà, qui peut paraître, en tout cas, c'est une question de goût, d'esthétique, hein, mais en tout cas assez ferme, qui est pas très ouvert. Et donc c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à le faire être lisible comme un espace ouvert à toutes et tous et que c'est un espace vivant. Donc peut-être donner un peu plus de visibilité, de transparence sur ce qui s'y passe. Comprendre qu'il s'ouvre et qu'il se déploie aussi sur les espaces parce qu'on a de très beaux espaces verts à proximité. Enfin, en tout cas, il y a besoin de travailler ces aspects-là. Ouais. Il y a les dons de la Maison de la Culture, on va faire un œuvre de street art qui ferait justement intérieur et extérieur. Je ne sais pas vous si vous avez des artistes peintres, etc. On en a, après, c'est leur problématique à eux. Voilà. J'aimerais bien, si pour qu'on soit sûr de laisser la parole à tout le monde, j'aimerais bien vous laisser Claire peut-être nous dire, voilà, de votre point de vue, comment est-ce que, en fait, c'est l'enrichissement de pratiques mutuelles, comment est-ce que ça se fait, le dialogue entre un soignant et une artiste. Bon, vous vous connaissez depuis très longtemps maintenant. Oui, c'est ça. Après 13 ans de pratique ensemble, on se connaît bien. La chance. Et l'une et l'autre, effectivement, moi je suis plus sur la partie thérapeutique, on va dire, mais en même temps, on est, alors à Vierzon, on n'est pas dans une école d'art, on est encore une fois dans des locaux associatifs, mais malgré tout, il y a cette inscription dans la ville où on est en dehors des murs. Et donc la partie thérapeutique, il faut la porter parce que oui, tu devrais il y a la partie artistique qui est hyper intéressante, à laquelle on laisse une grande part, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui se passent dans les ateliers qu'on ne ramène pas au thérapeutique, pour lesquels on laisse la partie artistique s'exprimer, parce que je pense qu'on a aussi notre lecture, notre expertise qui fait que on sait que de ce que l'ado va pouvoir mettre en œuvre, on n'a pas forcément d'éléments d'inquiétude. Il y a peut-être un peu parfois de provocation. J'ai souvenir, Cathy, est-ce que tu te souviens, c'est assez récent, d'une ado sur une des premières séances qui prend une grande toile et qui nous dessine un personnage avec une corde autour du cou. Nous avions une stagiaire infirmière à l'époque. Et effectivement, moi, de mon regard, je n'étais pas inquiète compte tenu de ce qu'elle pouvait mettre en place et tout ça. Mais on a une stagiaire qui a été hyper inquiète parce que notre réponse à Cathy comme à moi, ça a été plutôt de dire « Ah bon, et c'est quoi la suite de ton histoire ?» Et moi, je lui ai parlé de couleurs. Je lui ai dit que c'était
rouge et je lui ai dit mais tu veux que ça saigne plus? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit on va prendre autre chose. Enfin, on n'a pas du tout dramatisé sur la chose parce qu'on la connaissait un petit peu enfin on la connaissait pas, on l'a rencontrée, mais on voyait bien que dans la forme, ça c'est après c'est l'expérience qu'on a aussi, moi de ma pratique artistique et du travail qu'on fait avec Claire et Claire. On savait qu'on n'avait pas on d'éléments savait que- d'inquiétude, qu'on était plus sur quelque chose où on venait interpeller à la fois peut-être tout ce qui est de l'ordre de l'artistique. En tout cas, on a voulu le prendre comme ça. Peut-être qu'elle interpellait aussi ce qui était de l'ordre du thérapeutique, mais en prenant le contre-pied de la réponse attendue, parce qu'on n'est pas dans les murs, on est dans un autre espace. Finalement, on a contourné la chose et on a refait son histoire finalement à cette adolescente. Le regard très inquiet de notre étudiante infirmière quand même. Qui nous a dit, mais ça vous inquiète pas qu'elle fasse des trucs pareils. On lui a dit, non, non, on va aller. La semaine d'après, ça a été très différent. Je pense qu'elle venait aussi tester. Moi, je me rappelle d'une jeune fille aussi qui est arrivée à l'école des Beaux-Arts devant la porte. Je ne la connaissais pas. Et sur un groupe d'ados, et elle m'a montré ses 2 poignets elle a été passée par les urgences et finalement elle avait des pansements et elle me montre et je lui dis mais tu sais ici je ne vais rien pouvoir faire pour toi. Moi, je vais juste parler peinture, on va faire de la peinture. Et puis, bon, ça s'est arrêté là. Mais c'est vrai qu'il faut on a un petit peu un rôle de mise à distance et de dédramatisation. Après, on est tout à fait avec Claire, la première, et les gens qui m'accompagnent, infirmiers, éducateurs, sont les premiers il y a des jeunes qui ne montrent rien, mais qui sont en grande détresse. Donc, c'est pas là, en tout cas, qu'on va trouver les solutions, en tout cas. En tout cas, sur tout ce qui est artistique, moi, j'envoie à Cathy parce que ça fait 13 ans, mais je touche toujours pas un pinceau. Je suis toujours aussi. Alors, mon accompagnant, il se place comme il veut. Voilà, il se place comme il veut. Le retour que j'ai des accompagnants, c'est que souvent, ils aiment venir à l'extérieur aussi et qui me disent souvent que pour eux, c'est un autre contexte, un peu comme pour les jeunes. Et on n'est plus dans le contexte hospitalier. Ils ont un autre, voilà, leur costume aussi de soignant est différent. Ce n'est plus tout à fait le même. Mais je dois dire qu'ils ont beaucoup de travail avec moi parce que du coup, contrairement à d'autres binômes, quand on travaille en duo avec des groupes, les gens, ils travaillent dans le même service, ils ont un peu les mêmes, tandis que moi, voilà, mon accompagnant, il a énormément de travail parce qu'il porte tout ce qui est du soin. C'est en cela que je dis, moi, je viens avec mon rôle d'artiste et de mise en place de processus de création, de travail créatif, et les gens qui m'accompagnent, eux, font le lien avec le soin. C'est en cela que je fais pas d'art-thérapie. Et peut-être pour conclure, voilà, le fait qu'il y ait cette salle mise à disposition pour l'hôpital dans le cadre de ces prises en charge. On est bien dans les prises en charge de l'hôpital, on n'est pas du tout sur un atelier dit récréatif ou de loisirs. Pour nous, c'est très intéressant, l'école d'art, d'avoir ce type d'expérience au sein de l'école parce que ça montre ou ça démontre à nos étudiants que la pratique artistique, qu'une forme d'art, une forme d'expression artistique peut être au service de quelque chose, peut être presque appliqué à quelque chose, mais j'aime pas trop parce que appliquer, ça voudrait dire qu'il y a une méthode avec un cahier des charges. Non, là, on est plutôt sur quelque chose au service d'une prise en charge. Et ce qui est intéressant pour nos étudiants et les artistes qu'on accueille en formation, c'est de se rendre compte comment des disciplines différentes peuvent travailler ensemble sur finalement une espèce d'objectif commun, mais avec des approches différentes. Et donc nous, en termes de formation pour les artistes plasticiens, ça c'est super intéressant. Et donc on a le souhait, en tout cas la nouvelle direction de l'école d'art de Bourges a le souhait de développer vraiment des formations qui vont dans ce sens, à savoir être en capacité d'accueillir ou d'offrir, je sais pas moi, des gens de disciplines, soins éducatifs, autre chose, qui viennent se former à l'école, peut-être sur cette question de l'ingénierie de l'intervention artistique. Alors ça, c'est des gros mots administratifs, la question du partenariat avec un artiste, qu'il soit plasticien, musicien, danseur, danseuse, chorégraphe, écrivain, auteur, autrice, enfin voilà. Donc, on espère ça. Je pense que la transition est toute trouvée pour peut-être vous laisser la parole, Fabienne, vous nous entendez, sur la question de la construction du dialogue avec un artiste. Alors, votre micro est coupé, et puis peut-être que vous pourrez aussi nous parler des réflexions que vous avez sur l'hôpital Guillaume Régnier, et que ça puisse lancer aussi un petit temps de questions-réponses autour de cette expérience. Alors, normalement,
sur votre gauche, dans les petites bulles du bas à gauche, il y a le petit Ah oui, signe. oui, pardon, je suis désolée, j'ai tout bien cliqué sur la fenêtre. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis basée, alors j'ai pas une présentation aussi construite que Victoria, puisque on l'a pensé un peu plus tard, mais donc je peux quand même, si je peux partager mon écran rapidement, vous montrer où je suis basée déjà géographiquement. Donc je suis basée en fait au bout du Plongeoir, qui est une fabrique d'art et de rencontres à côté de Rennes. Ensuite, je suis également copilote de l'ANPU, qui est l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, c'est-à-dire que je couche les villes et les territoires sur le divan depuis plusieurs années. Et bon, bah non, ça ne marche pas, hein, je ne peux pas partager. Et donc, à ce titre-là, on prend un peu les villes et les territoires comme si c'était des êtres humains et on les étudie comme tels, quelle est leur histoire, comment les territoires ont traversé les épreuves de l'histoire et comment ils se projettent vers l'avenir. Et je suis également cofondatrice depuis peu du mouvement de l'urbanisme culturel. Alors peut-être que Victoria en a entendu parler à l'hôpital Sainte-Anne via ESOPA. Je crois qu'elle était aussi dans cette histoire de designer autour de l'hôpital. Puisque l'urbanisme culturel, pour faire vite, ce sont des pratiques qui répondent à 3 enjeux, qui sont d'accompagner et de transformer des projets urbains et des projets de territoire, de favoriser le pouvoir d'agir des personnes et de produire des interventions artistiques situées. Et cela, en fait, avec de nombreuses formes dont le processus, en fait, coopératif importe autant, sinon plus, que le résultat final. Voilà, donc c'est un mouvement comme ça qui réunit plusieurs acteurs, pas de l'aménagement des territoires, mais plutôt du ménagement des territoires, des êtres, des choses et des lieux. Et tu citais tout à l'heure la close culture est un des outils qu'on imagine, comme on a pu le faire par exemple dans le 1% artistique en le pensant à l'échelle de bâtiments publics. Là, c'est le penser à l'échelle des paysages, des transformations urbaines, des places, etc. Et donc de placer l'art et la culture à la racine des projets et pas à la fin pour les célébrer, pour les inaugurer sans avoir rien pensé. Il s'agit de faire des arts, de la culture, mais pas uniquement au sens arts et lettres, mais aussi culture, anthropologie, comment on vit ensemble, quels sont nos rites, quels sont nos rituels, quelles sont nos représentations, et de travailler tout ça dans quelque chose qui est très coopératif dans la démarche, pour aboutir à des projets qui finalement, quand ils sortent de terre, ils ont déjà toute une histoire et surtout une histoire de lien. Et donc, dans cette fabrique d'art et de rencontres, j'organise aussi des rencontres intermondes, des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme, où on va faire travailler tous les différents mondes qui agissent dans la fabrique urbaine et les faire travailler à notre sauce, c'est-à-dire avec de l'expérience, avec du geste, avec la présence de la performance, du travail sur le corps, parce qu'on pense qu'en augmentant tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est expérience, tout ce qui est sens, on va pouvoir aussi penser autrement la fabrique des territoires. Au bout du Plongeoir, donc dans cette fabrique d'art et de rencontres, je travaille sur les liens entre les arts et le paysage, l'urbanisme, le design, l'architecture, et pas uniquement les arts visuels, également le théâtre, la performance, la danse. Pour nous, ce sont vraiment des choses qui permettent par le corps et par l'expérience d'amplifier nos pensées, de changer nos manières de faire. Et depuis de nombreuses années, en fait, au bout du Plongeoir, c'est un lieu qui travaille sur les commencements, les débuts, les esquisses, les prémices d'un projet. Et depuis très longtemps, nous avons un projet de partenariat avec l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier de Rennes, qui est, je crois, le 3e hôpital en France, hein, qui est un très grand hôpital. Et notre projet s'appelle « D'un asile à l'autre », c'est-à-dire que nous avons redonné la dimension forte du mot asile. C'est une terre d'accueil, donc nous allons d'un asile artistique à un asile psychiatrique et vice-versa. Et nous travaillons dans cette relation beaucoup de projets en lien avec la commission culturelle qui irrigue depuis déjà de nombreuses années l'hôpital de différents projets artistiques,
dont nombreux que nous accompagnons. Et nous travaillons aussi avec le CSTC, qui est le centre socio-thérapeutique de Guillaume Régnier, où il y a une cafette, une médiathèque et de nombreux projets. Et actuellement, vous devez peut-être le savoir, en tout cas, je sais qu'ils ont déjà sollicité le réseau que vous lancez là autour de l'arrêt de soins. Il y a la construction dans une ancienne métairie, c'est ça pour le blé? Je sais plus, il y a un trou. D'un nouveau lieu culturel qui est en train de se créer. Donc forcément, notre projet en ce moment s'intensifie et nous créons des projets que nous essayons aussi de faire en lien avec cette transformation. Et nous accueillons aussi beaucoup de patients depuis des années, je le dis, ça c'est très important, c'est-à-dire que nous avons aussi des patients qui aujourd'hui aussi sont notre public, parce que nous sommes une fabrique d'art, mais nous accueillons aussi des temps publics, où on a un projet notamment qui s'appelle « À l'orée du temps » autour d'un bar, d'un potager, d'une cantine associative, on a des abeilles, on fait beaucoup d'ateliers de partage de savoir-faire autour des plantes, autour de fabrication en terre crue, etc. Et nous avons, grâce aux projets que nous avons menés avec Guillaume Régnier, comme par exemple Emmanuel Vigier, qui a créé un film qui s'appelait Ce foutu cube, qui a généré après de la part des patients la création d'une association pour continuer à faire des films, etc. Nous avons vraiment aussi ils viennent chez nous participer à nos propositions, être bénévoles. Donc, c'est vraiment une relation qui s'est tissée sur le long terme et qui donne quelque chose d'assez concret aussi en termes de présence et de lien qui perdure. J'avais envie de parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'un projet que l'on fait, par exemple, en ce moment, qui s'appelle J'ai envie de faire un bout de jardin avec vous. On est allé, parce que tous les ans, on va en nomadisme hivernal, c'est-à-dire pendant une semaine, 15 jours, on va à Guillaume Régnier avec nos ordinateurs, nous, l'équipe de Bout du Plongeoir, les salariés, on va s'installer et on travaille là-bas. Et donc, du coup, on s'immerge aussi dans le lieu. Et là, on a commencé à créer avec Benoît Gasnier, qui est metteur en scène et qui a beaucoup travaillé autour du théâtre sensoriel, et aussi selon les principes de Nicolas Bourriaud et de l'esthétique relationnelle. Comment ? Donc surtout sur la dimension sociale, hein, que peut générer des œuvres. Eh bien, un petit bout de jardin avec vous, c'était de planter dans la cafette un énorme tas de terre, des mots poétiques, et puis d'inviter à inventer un nom de plante à travers des échanges, des manipulations de mots et de poésie, et de mettre ensuite au bar de quoi arroser chaque petite graine, de démarrer ses pousses pour au final aboutir à un jardin dans lequel on essaiera de continuer des actes concrets et poétiques autour de l'alimentation. Et c'est assez important de dire ça, parce que c'est un projet qu'on va faire aussi avec le paysagiste jardinier de l'hôpital, qui, quand on est allé le voir, finalement, faisait assez peu de choses avec les patients, parce qu'il était aussi beaucoup dans la question de la sécurité par rapport au matériel utilisé dans le jardin, matériel coupant, potentiellement dangereux, etc. Et du coup, comment par la poésie, on va pouvoir se remettre en lien et travailler le jardin, puisque ça a été largement prouvé que mettre les mains à la terre ou à la pâte, etc., était quand même quelque chose de très bon pour la santé mentale. Et aussi travailler sur vraiment faire avec et pas faire pour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous dans les projets que l'on mène. Voilà. Donc, j'ai brassé vraiment plein de choses, j'espère. Je ne suis pas allée trop dans tous les sens et on peut échanger. Mais dans cette logique intermonde qui va donc réunir en fait différents mondes de la fabrique urbaine et différentes manières de faire pour travailler des thèmes un peu transversales, on aimerait bien, on travaille notamment avec l'hôtel Pasteur, aussi à Rennes, qui a un partenaire, et Questa, qui est une coopérative d'urbanisme culturel aussi. Et on aimerait bien faire justement potentiellement peut-être une rencontre à soins à Rennes, peut-être quand le projet commence à maturer un peu, accueillir aussi une rencontre pour montrer aussi toute la dynamique qu'il y a à Rennes aussi, pareil, autour du design et du soin, autour de plusieurs sujets qui nous sont chers. Voilà. Super, merci beaucoup Fabienne. Vous nous laissez pile poil quelques petites précieuses minutes pour laisser peut-être des questions ou des réactions. En tout cas, ça fait pas mal écho puisqu'on a Aurélien Châtellerault de la ferme des Beauregards, oui, maraîcher qui est installé depuis 3 ans sur le site et qui a envie de poursuivre les réflexions sur de la découverte du vivant et de la pratique maraîchère, sur la plantation, mais aussi de la production.
Et puis voilà, toutes ces expériences, elles nous donnent aussi beaucoup d'envie, d'idées, puisqu'on fête aujourd'hui l'autorisation administrative pour pouvoir enfin réaccueillir du public dans le bâtiment avant que les travaux soient menés. On a reçu le papier ce matin. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ouais. Désolé. J'entends pas. Là, vous entendez? Ouais. J'entends pas. Ça va dans le sens de, je pense aussi, on va travailler depuis on a l'impression que toutes ces actions-là, c'était pour certains soignants très intéressants et très positifs pour les patients, très diffus. J'ai l'impression que toutes ces choses-là ont été, au fur et à mesure des années, réduites au rôle d'infirmier, distributeur de médicaments, et j'ai le sentiment en fait que maintenant tout ça reprend sens, sans savoir dans quel. Là, vous parlez de choses en binôme, c'est plus intéressant. Et voilà, je suis assez, comment dire, interrogative sur comment ça va s'intégrer, ça va se prendre sens dans l'interaction entre les soignants qui ont des protocoles à suivre, des contraintes de plus en plus fermées, et comment on va pouvoir intégrer ces soignants-là qui ont été au fur et à mesure des années, je parle pour moi, mais un peu brisé, comme ça imposé comme règle et comme manque de budget, comme manque de possibilités d'action. Et aujourd'hui, on propose plein de choses qui ont du sens pour nous, mais qui nous ont été bloquées. Et malgré, avec l'impression d'avoir justement de s'être épuisé à vouloir donner du sens au partage, à l'ouverture des idées et tout ça. Et tout ça, aujourd'hui, on me dit, c'est formidable, j'en suis convaincue, c'est formidable. Mais au fur et à mesure des années, tout ça a dû être bloqué. Alors aujourd'hui, personnellement, moi, je suis encore valorisée parce que je travaille dans un atelier thérapeutique. Donc, je fonctionne dans ces mêmes idées-là. Les anecdotes qui ont été racontées, j'ai vécu des choses, j'ai ressenti des choses, et j'ai observé des choses similaires avec des patients que j'ai pu recevoir. Mais voilà, après, je me pose la question comment tous ces soignants-là qui ont été bloqués et arrêtés par des protocoles, par des interdictions, par des réflexions de part et d'autre, comment ces soignants-là vont pouvoir casser les barrières et s'ouvrir à recevoir à nouveau comme on faisait il y a 20 ans, et même avant, enfin moi je suis pas si vieille que ça, mais avant c'était encore plus ouvert, le partage. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Une réaction, hein, c'est ce que vous vivez, ce que le corps soignant vit, en effet, hein, ça a été du sabotage, voilà. C'est des politiques publiques, malheureusement, ont saboté, dans mon souvenir, les infirmiers et infirmières pouvaient se spécialiser en psychiatrie, hein, la formation existait, elle a disparu, voilà, donc il y a tout ça. Ce que l'on a évoqué, le travail sur l'atelier d'art et de thérapie à l'ENSA de Bourges, là on en dit des choses positives, mais bien entendu que c'est pas simple, hein, c'est une bataille. Voilà, il y a eu des directions successives à l'école d'art. C'est un projet qu'il faut défendre à chaque nouvelle direction. Alors,
on n'a pas beaucoup à défendre parce que jusqu'à présent, on a eu des directions voilà, qui étaient plutôt convaincues et qui ont fait en sorte que le conventionnement, que le partenariat continue d'exister. Mais il n'empêche que voilà, c'est un chantier qu'il faut continuer de porter. Les conditions d'accueil, alors chouette, il y a une salle dédiée, mais la salle, elle nécessité d'être complètement rénovée, repensée, etc., etc. Voilà, donc c'est aussi des conditions d'accueil qui sont pas simples. Hein, quand vous avez un bâtiment qui fuit du toit au plafond et que vous arrivez, vous avez les pieds dans l'eau, etc., etc. Voilà, les bouchées, des trucs comme ça. Donc c'est des petites choses, hein, mais c'est des petites choses en effet que, comme vous dites, qui épuisent et qui finissent par décourager tout le monde. Donc, ça nécessite quand même d'être sacrément convaincu, d'être hyper présent, d'être, comme on le fait aujourd'hui, hyper présent sur les temps de rencontre pour continuer à convaincre. Hein. Là, auprès des convaincus, c'est relativement facile. Hein. Voilà, on a des retours d'expérience, pareil, en France, qui sont aussi vachement bien, mais c'est des batailles quotidiennes. Et je pense que l'intervention de Victoire, d'ailleurs c'est un joli prénom, hein, ça dit beaucoup, voilà, le fait que les patients se prennent en charge aussi pour apporter autre chose en complément de l'hospitalisation, ça dit beaucoup de la société. Et donc, on a plutôt de la chance en France d'avoir encore des personnels sacrément convaincus et courageux. Absolument. Et alors, la bonne nouvelle, je trouve, moi, c'est que finalement, l'hôpital, en tout cas la direction de l'hôpital, est super partie prenante sur ce projet. Donc moi, je le vois, je le sens comme un signal fort de réappropriation, de changement, et j'espère de confiance aussi en ces personnels et de faire quelque chose, que les personnels puissent en effet se réapproprier leur mission. Et c'est vrai que je représente travaille à l'ensemble, c'est vrai que ça bien sont représentés. Voilà. Donc, oui, je pense qui sont des il y en a qui auraient voulu, mais qui n'ont pas pu. Si je peux me permettre, je m'en à ce que je disais tout à l'heure, le manque de personnel, je vais même sauter sur pire que toi, tout à l'heure, on dit qu'on est en effectif minimum, on est en effectif dégradé, ce qui veut dire qu'on est en dessous de ce qu'on devrait, législativement parlant, avoir sur le terrain. Je comprends ta question par rapport aux soignants infirmiers et aides-soignants et à leur inclusion dans les activités. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un changement où malheureusement, le soignant, comme tu le dis, va être autant que les piluliers, les entretiens, et malheureusement, l'éducateur et le moniteur éducateur va prendre cette place qui était autrefois donnée aux soignants. Pour sauter sur la ferme des Beauregards, je trouve ça hyper intéressant en fait que cette ferme soit au sein de l'hôpital. Pourquoi? Parce que depuis des années, nous faisons des activités potagères où on nous interdit d'utiliser les légumes parce qu'il n'y a pas de date de péremption et on ne peut pas. Voilà. Donc là où on aurait pu favoriser des choses via la production du patient, on ne pouvait pas aujourd'hui. On va pouvoir créer des projets avec ce jeune homme et faire en sorte de pouvoir. Merci, au revoir, à bientôt. Faire en sorte justement de créer une autonomie sur l'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'autonomie, elle passe aussi par le nourrir, par le se nourrir. Si on ne commence pas par là, enfin, voilà. Et je pense que tout ça va s'entremêler et va faire changer aussi les choses. Donc malheureusement, je pense que les aides-soignants et les infirmiers sont pour être contre. C'est pour ça que j'ai interrogé. Après, c'est vrai que la formation, c'est vrai que moi, je suis arrivée justement à l'école d'infirmière au moment où il y avait le changement et c'est vrai qu'on se sent en tant que soignant, on se sent balayé en fait de tout ce côté-là Du soin thérapeutique en psychiatrie. Qui a pourtant, enfin, moi, si je choisis de travailler chez un si j'ai choisi de travailler en psychiatrie,
C'est parce que ça a du sens pour moi par rapport à mes vues. Et là, on se sent. Ah bon, moi, je suis en fin de carrière, j'ai 50 ans, donc je dis il va être encore 15 ans. Mais je ne sais pas comment ces 15 ans-là vont tourner, quoi. On est dans une perpétuelle évolution, mais ça risque de rechanger. Aujourd'hui, on est dans. En fait, tout a changé et pourquoi les éducateurs sont revenus, c'est justement 94, fin des infirmiers psy. Remplacement des infirmiers psy en milieu hospitalier, en santé mentale par les éducateurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement total où les infirmiers n'ont plus la possibilité, c'est pas qu'ils n'ont plus l'envie, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité parce que ils courent toute la journée en fait entre les entretiens médicaux, t'as le traitement. Il y a des infirmiers qui sont dans les services, on leur attend tout le pour y avoir travaillé. Et moi, c'est ce qui justement m'a posé des problèmes, c'est que justement les trucs que là, on a eu au départ. Des prises en charge, d'activités. Moi, j'ai travaillé en réanimologie, j'ai travaillé dans un hôpital de jour en réanimologie. Du coup, on va proposer de faire plein d'activités, de tout ce que vous dites, j'ai expérimenté. Et en fait, j'étais convaincue que ça avait vraiment un impact très positif. Pour les patients, les accompagner à des activités dans le musée, à des activités d'exercice. Tout ça, ça avait tout sens. C'est vraiment très valorisant pour les patients, pour nous. Mais au fur et à mesure, les choses étaient réduites pour les questions de budget. Alors après, il y a eu le Covid qui, alors là, nous a complètement coupé de tout. Et les choses n'ont jamais vraiment repris depuis. En tout cas, pas autant qu'on le souhaiterait. Et maintenant, ce que tu dis, c'est que les éducateurs ne font malheureusement, mais c'est une question aussi de salaire. Je pense que pas forcément. Les grilles n'est pas la même. Les grilles ne sont pas les mêmes, mais l'étude, c'est quand même. Juste une petite, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on poursuive en libérant peut-être Sébastien, si vous avez juste une remarque très courte, pardon, vous leviez la main. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on continue la discussion après en coupant le. Sébastien, si vous voulez toujours nous dire un petit mot rapidement. Bonjour. Bonjour. Oui, mais j'avais envie d'intervenir aussi par rapport à la thématique d'aujourd'hui pour vous donner quelques éléments qui peuvent peut-être vous intéresser par rapport à la suite. C'est vrai qu'on voit que dans tous nos systèmes, on est arrivé au bout du bout, et vous en êtes par les échanges qu'il y a au niveau de la salle, on voit que on est arrivé à un changement complet. C'est pour ça que dans le cadre de Bourges Capitale Européenne, au niveau du muséum et avec un certain nombre de partenaires, on avait envie de montrer, de changer de système, d'arrêter le système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système de compétition, de performance, d'ego, de choses comme ça, qui laisse tout le monde sur le bord de la route, pour aller vers un système qui soit plus en coopération. Et c'est un peu les échanges que vous avez fait tout au long de l'après-midi avec les différents intervenants. J'avais quelques petites choses à vous dire ou à vous donner comme information par rapport à ce qui va venir dans les prochaines semaines, en lien avec justement votre projet et en quoi l'art-thérapie peut être importante par rapport à la santé mentale. On va co-organiser avec le cinéma de la Maison de la Culture, ça doit être à la mi-septembre, la projection d'un film qui est réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Lydie Turcot, qui a travaillé avec une femme médecine autochtone amérindienne et qu'elle a emmenée au sein de l'hôpital psy de Rouen, auprès justement des médecins et des soignants. Et ça peut être, c'est vraiment intéressant en termes de relations au monde, ou de relations finalement entre les soignants et les patients, et sur des méthodes différentes de celles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Donc c'est mi-septembre et Lydie sera présente. Donc n'hésitez pas à faire passer auprès des uns et des autres. Par rapport à, je voulais rebondir également. Alors je ne sais pas si Aurélien est dans la salle de la ferme des Bourgards, mais il n'est pas avec nous, non. Ouais. Il n'est pas avec vous. Mais là, il y a un vrai lien, je pense, par rapport à ces logiques de coopération que l'on souhaite développer dans le cadre du changement de paradigme et aller vers l'ère de la symbiose, qu'on a appelé symbiocène. C'est qu'on a donc 3 acteurs minimum sur ce territoire au sein de l'hôpital Georges Sand, donc il y a 4 acteurs plutôt, avec les soignants, les patients, le PMO et la ferme des Bourgards. Et il y a un vrai lien fort à mettre en place ou à recréer, comme vous l'aviez indiqué justement sur les activités potagères qui ont petit à petit disparu. C'est justement cette relation à la nature, cette relation, ces relations et ces territoires invisibles que l'on a complètement sous-estimés alors qu'ils sont hyper importants et que l'on a revu surgir avec Covid, où finalement on n'avait plus rien d'autre à faire que de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Et ça a recentré énormément de personnes justement sur toutes ces questions-là. Et je pense qu'il y a un vrai lien à faire en termes de projets très enrichissant parce que je ne sais pas si ça se fait dans d'autres sites tels que celui identique à Georges Sand, mais il y a un vrai lien à faire entre cette ferme biologique en permaculture, les soignants et les patients et le PMO, puisque tous peuvent se servir finalement de la vibration, du son, qui à la fois sert dans la musique, qui à la fois sert à nous faire passer des émotions, qui est une relation de communication et qui sert également, auxquels sont très attentifs les légumes, les arbres, les plantes. Ça fait partie des choses qui ont été découvertes dernièrement par les botanistes. C'est-à-dire que finalement, nous sommes tous très impactés, très sensibles à toutes ces variations de vibrations. Donc, il est, je pense, intéressant de développer encore plus ces partenariats. Alors, je crois qu'il y a Lola Adjé qui est là. Oui. Elle est là ou pas? Elle est là, ouais. Elle est là. Ah, je pense que ça lui parle, ce genre de choses. Et on a aussi, avec les musiciens, cette question du théâtre de verdure ou de la possibilité d'étendre ce que serait un auditorium en espace extérieur. Et on en parle aussi avec Aurélien, évidemment, qui est plutôt volontaire pour l'accueillir à proximité de la ferme. Donc, il y a cette question, est-ce que c'est en regard sur le bâtiment Les Tilleuls tout de suite ou plutôt autour de la ferme? Mais il y a cette idée d'espace de partage, de musique, mais aussi de plein d'autres choses en extérieur, dans les espaces verts du site, quoi. Et il y a un autre dernier point, puis après j'arrête, que je voulais aborder, c'est qu'on a eu vendredi une conférence faite par un chercheur en écologie humaine auditive qui s'appelle Christian Lorenzi. Il est en train de monter tout un tas de projets de recherche autour de la question de l'audition humaine, qui petit à petit s'est focalisé sur la parole entre nous, humains, et qui, au fur et à mesure, est complètement insensible à tous les sons de la nature qu'il y a tout autour de nous. C'est-à-dire que, finalement, notre cerveau est capable d'intégrer les bruits humains, avec les véhicules, les transports, tous ces bruits que l'on a en permanence, et on a complètement perdu la capacité d'entendre le son, ne serait-ce que des petits oiseaux. Ce qui a été révélé par le Covid, quand tout s'est arrêté, il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées dans un mal-être parce que finalement, ils étaient en dehors d'un brouhaha permanent. Et donc, il y a tout un travail qui est mené par ce chercheur qui va sans doute s'associer à Bourges sur son territoire, parce que finalement, on se dit que ça pourrait être intéressant dans le cadre du dérèglement climatique et dans le cadre de la santé mentale, de créer des îlots de fraîcheur, donc de verdure, de mini-forêts-jardins, de choses comme ça, qui finalement sont aussi des îlots sonores de sons de la nature, finalement, qui permettraient, comme pour le jardinage, comme le fait de faire du potager, permettent finalement de retisser du lien et de retrouver un lien avec la nature. Quand vous faites du potager, quand vous faites du jardin, quand vous allez en forêt, vous vous sentez bien, vous avez
un système qui va équilibrer votre santé mentale. Pardon, excusez-moi Sébastien, on essaie de conclure. Oui, bah justement, vous êtes bien parce que finalement, les micro-organismes du sol et qui sont présents dans la terre, vous les secouez en bougeant, en triturant cette terre, et vous leur faites fabriquer des endorphines, donc de la morphine, ce qui fait que vous vous sentez mieux après. Donc cette importance justement du jardin, du son de la nature est quelque chose d'hyper important qu'on avait complètement sous-estimé dans le cadre de la santé mentale. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci encore à toutes et tous. Voilà, pour. Je vais vous montrer parce que juste derrière lui, il y avait une photo. Le service dans lequel je travaille, les jeunes créent une arme qui se trouve au sein du muséum. Ok. On la voit, on pourra le retrouver, on pourra. Et là, on va inaugurer, donc au pire, je vous donnerai la date prochainement, là, parce que les jeunes ont fait des structures qui vont trouver jusqu'au plan. C'est la bonne vérité. Il y a des jours, ça. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup, Sébastien, pour couper la visio. Et puis, du coup, on a le temps pour prendre un petit café dehors, discuter. Voilà. Salut. Merci.